Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Notre position est claire, le soutien à tout groupe armé doit cesser. Déclaration du secrétaire d'État américain Tony Blinken depuis Kigali, troisième et dernière étape de sa tournée en Afrique. Nous irons dans le Wyoming où l'attaque du 6 janvier contre le Capitole pourrait impacter les élections. La républicaine Liz Cheney, unique représentante de cet État, risque de perdre son siège au Congrès pour avoir participé à une enquête sur l'ancien président Donald Trump. Et toujours ici aux États-Unis, l'overdose due aux opiacés, notamment le fentanyl, fait des ravages. Plus de 100 000 personnes en sont mortes en 2021. Mohamedou Mfa nous en dira plus dans sa chronique santé en deuxième partie de ce journal. On en vient donc au développement de tous ces titres. D'abord, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se trouve ce jeudi au Rwanda. Dernière étape de sa tournée africaine, il a appelé les gouvernements congolais et rwandais à cesser de soutenir les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie américaine a fait cette déclaration au terme d'un entretien avec le président rwandais Paul Kagame. De Kigali, le compte rendu de Jean-Damascène Maïchimien. La deuxième journée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Rwanda a débuté par un entretien avec le président Paul Kagame. Le diplomate américain a révélé qu'il a évoqué avec le président rwandais le cas de Paul Rusesabagina, détenu au Rwanda. Nous continuons à demander au gouvernement de considérer nos inquiétudes sur le respect de ses droits et faire en sorte que des cas similaires ne se produisent plus dans l'avenir. À ce propos, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a martelé que la position du Rwanda est la même. Rusesabagina a été reconnu coupable de terrorisme. Il doit purger sa peine. La personne a été condamnée, une sanction lui a été infligée. Il est en détention et il va purger sa peine. Croire qu'il y a une pression qui va faire que les Rwandais se réveillent un matin et entendent dire que quelqu'un est libéré suite à la pression étrangère, ça n'existe pas. À propos du rapport des Nations Unies qui accuse le Rwanda de soutenir le M23, le chef de la diplomatie américaine a fait savoir que son pays est pour une issue pacifique à cette crise. Il y a des preuves que le rapport a révélées selon lesquelles les deux parties soutiennent des groupes terroristes, qu'ils soient les FDLR, tenus par l'armée du Congo, ou le M23, appuyé par le Rwanda. Notre position sur cette question est claire. C'est que ce soutien pour chaque groupe soit arrêté. Face à ces accusations, le Rwanda continue toujours de clamer son droit de défendre son territoire. La présence des FDLR et l'étroite collaboration avec l'armée de la RDC ont été la cause la plus significative de l'insécurité et cela permet aux FDLR de mener des opérations terroristes sur le territoire du Rwanda, chose que le gouvernement du Rwanda ne peut jamais accepter. Le passage du secrétaire d'État américain à Kigali après long séjour en République démocratique du Congo donne l'espoir de la poursuite des négociations pour trouver une issue aux problèmes de la sous-région, surtout que les États-Unis restent un partenaire clé de la République démocratique du Congo comme du Rwanda. Jean-Damascène Maïchimien à Kigali pour VOA Afrique. Et puis le Nigeria renvoie depuis lundi dans leur village quelques 12 000 personnes ayant fui le nord-ouest du pays à cause de multiples attaques de groupes criminels et des violences qui ont eu lieu au début de l'année. Les précisions avec Dili Diko. Ces déplacés, hommes, femmes et enfants, attendent avec leurs affaires les véhicules qui vont les ramener chez eux. Ils sont originaires de la petite ville de Chimfida, dans l'état de Katsina, attaquée en février 2022 par des hommes armés. Suite aux violences, les déplacés ont trouvé refuge dans des localités voisines du nord-ouest du Nigeria, ainsi qu'au Niger voisin.
Il y a ceux qui sont réfugiés à Djibia et ceux qui sont au Niger. On estime qu'il y a environ 6 000 réfugiés en République du Niger. À Djibia, peut-être même plus. Environ 6 000 de ces personnes au Niger sont sur le chemin de retour. Nous attendons leur arrivée pour les envoyer à Shimfida. Selon cet administrateur, des soldats ont été déployés dans la zone pour assurer la protection des habitants. Les autorités nigérianes assurent qu'il s'agit de retours volontaires et que certains Nigérians ont refusé cette offre car ils craignent pour leur sécurité. Son Excellence, le gouverneur a fait un bon travail pour assurer la sécurité de la population. Il est même allé voir le commandant militaire pour s'assurer que davantage de troupes soient mobilisées pour défendre la vie des habitants. En dépit du déploiement militaire, la région est toujours en proie aux violences de groupes criminels appelés localement bandits. Ils attaquent les villages, pillent, tuent et enlèvent les habitants pour demander des rançons. Nous prions Dieu pour que toutes nos difficultés prennent fin et que nous puissions voir la fin de ces difficultés et que Dieu nous protège avec tous ses boucliers. Les troubles ont fait des milliers de morts ces dernières années. Près d'1 million de personnes ont été déplacées dans le nord-ouest et dans le centre du Nigeria et 80 000 autres ont fui vers le Niger au cours des 2 dernières années. Au moins 4 membres des forces de sécurité ont été tués mercredi dans des manifestations contre la vie chère qui ont tourné à l'émeute dans 3 villes de Sierra Leone, dont la capitale Freetown, qui avait retrouvé son calme jeudi après une nuit de couvre-feu, selon le porte-parole de la police. Plusieurs civils ont également été tués lors de ces affrontements sanglants, mais aucun bilan officiel n'avait été donné jeudi après-midi. Le président Julius Maada Bio, en visite privée au Royaume-Uni, est rentré dans la nuit et a tenu des réunions dans la journée avec des membres de son cabinet et du gouvernement. À noter qu'un couvre-feu a été mis en place par les autorités dans tout le pays depuis mercredi. Le Front national pour la défense de la Constitution, dont la dissolution a été annoncée par la junte au pouvoir en Guinée, a affirmé mercredi maintenir une manifestation qu'il a prévue le 17 août dans le pays et dénoncer son bannissement comme une décision illégale, sans fondement et arbitraire. La dissolution du FNDC, coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile, a été annoncée par un arrêté daté de samedi, signé par Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le collectif appelle les autorités guinéennes à le rétablir dans ses droits et annonce de nouvelles manifestations. La principale alliance de l'opposition sénégalaise annonce qu'elle ne fera pas de recours contre les résultats des législatives du 31 juillet. Toutefois, elle a décidé de boycotter les élections des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. On fait le point avec Ginny Niwa. La coalition Yewi Wallu accuse la justice du pays d'être sous la coupe du pouvoir. On pense qu'il ne sert à rien d'aller introduire un recours au niveau du Conseil constitutionnel parce que ce n'est pas à ce niveau que les 2 voire 3 députés qui sont enlevés de l'intercoalition compte tenu justement du bourrage d'urnes qui a existé dans certaines zones, ce n'est pas au niveau de ce Conseil constitutionnel que ces 3 députés vont nous être restitués. Et je pense que tout le monde le sait et pour cette raison, nous avons décidé de n'introduire aucun recours au niveau du Conseil constitutionnel. Monsieur Fall a également annoncé que l'alliance de l'opposition va boycotter les élections des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, HCCT, une institution consultative comprenant 150 membres, dont 70 sont nommés par le président de la République et 80 élus au suffrage indirect par les élus locaux pour 5 ans. Nous avons promis aux Sénégalais une gouvernance toute autre. Et pour cette raison, ou pour ces raisons, nous avons décidé, et à l'unanimité, de ne pas participer à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales et mieux
une fois à l'Assemblée nationale, après le contrôle que nous comptons faire, introduire une proposition de loi pour sa dissolution. Parce que c'est une institution budgétivore. La coalition Yehui Askanui s'était notamment plaint lors de la publication provisoire le 4 août qui donnait une légère avance à la formation au pouvoir, du refus de la CNRV de la laisser vérifier les procès-verbaux de vote dans 4 localités dans le nord du pays, un fief du président Sall. Néanmoins, la coalition du président Macky Sall est passée de 125 députés en 2017 à 82 sur les 165 que compte l'Assemblée. L'alliance de l'opposition a gagné 80 sièges au total, avec respectivement 56 pour la coalition Yehui Askanui, dirigée par le principal opposant Ousmane Sonko, et 24 pour celle de Wallu Sénégal, menée par l'ex-président Abdoulaye Wade 2000-2012. Le gouvernement malien a annoncé mercredi un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes civiles et militaires, après avoir confirmé la mort dimanche de 42 soldats lors d'une attaque attribuée à des djihadistes à Tessit, dans le nord-est du pays, dans la zone dite des 3 frontières. Un assaut au cours duquel l'armée a dit avoir neutralisé 37 terroristes. La zone dite des 3 frontières est fréquemment le théâtre d'affrontements et d'attaques. La localité de Tessit et son camp militaire ont plusieurs fois été attaqués par le passé. En mars 2021, 33 soldats avaient été tués dans une embuscade tendue par des combattants du groupe État islamique au Grand Sahara, tandis qu'ils effectuaient une relève. La justice tunisienne a suspendu la révocation d'une cinquantaine de magistrats décidés début juin par le président Kais Saïed, une décision qui avait été sévèrement critiquée par plusieurs ONG. Sur les 57 juges concernés, 46 vont bénéficier de la nouvelle mesure selon le porte-parole du tribunal administratif, tandis que 7 recours ont été rejetés et 2 autres sont en attente d'une décision. 2 magistrats n'avaient pas déposé de recours. Cette décision va permettre aux juges qui ont obtenu gain de cause de reprendre leurs fonctions dès l'obtention d'une copie du verdict, selon un avocat. On reste en Tunisie où la nouvelle constitution va entrer en vigueur à la fin du mois, renforçant les pouvoirs du président Kais Saïed, même si moins de 3 électeurs sur 10 se sont prononcés lors du référendum de juillet. Depuis Tunis, Lisa Bryan rapporte que l'avenir de la Tunisie dépend de nombreux facteurs, notamment de la volonté des Tunisiens de défendre la seule démocratie issue du printemps arabe. C'est un récit de Rosine Mounezero. Quelle est la prochaine étape pour la Tunisie? Le président Kais Saïed tiendra-t-il ses promesses de créer des emplois, de la stabilité et de la prospérité et aussi de préserver les libertés gagnées lors de la révolution de 2011 dans le pays? Le dirigeant tunisien affirme que sa nouvelle constitution, qui renforce nettement les pouvoirs présidentiels et affaiblit les pouvoirs législatifs et judiciaires, mettra fin à des années d'impasse politique. Ses partisans espèrent qu'il a raison. On a vécu une dizaine d'années d'obscurité. Alors ça ne va pas exister une dizaine encore. Tout le monde nous préserve, nous regarde. Alors, il n'y aura que de mieux. Tu vois? La transition post-révolution en Tunisie n'a fait qu'empirer au cours des derniers mois. La guerre en Ukraine a fait grimper le prix du pain et de l'énergie, aggravant la pauvreté. Mohamed gagne environ 20 centimes de dollars en remplissant ses sacs pour le recyclage. Les critiques disent que la constitution de Saïed est en retour vers un État policier. Ils soulignent l'érosion des libertés civiles au cours de l'année écoulée et remettent en question les résultats du référendum. Personne n'est capable de dire non à Kais Saïed. Il contrôle le pouvoir judiciaire, l'Assemblée nationale, l'administration. Il règne comme un pharaon.
Pour les analystes, le défi immédiat de Saïed est de respecter les priorités de base. S'il améliore les conditions économiques et sociales, il sera probablement réélu. Sinon, si sa seule obsession est la Constitution et l'élection sans aucun agenda économique et social, probablement le pays va entrer dans la crise. Pour l'instant, avec ses pouvoirs largement étendus, les analystes disent que le président Saïed n'a personne d'autre à blâmer si les choses tournent mal. Et si aux États-Unis, l'attaque du 6 janvier contre le Capitole occupe une place importante dans l'État du Wyoming, dans l'ouest du pays, Liz Cheney, la représentante républicaine de cet État, risque de perdre son siège au Congrès pour avoir participé à une enquête sur l'ancien président Donald Trump. Du Wyoming, notre correspondante au Congrès, Catherine Gibson, explique pourquoi cet État est un test sur ce que les électeurs américains pensent de l'ancien président. C'est un récit de Yacouba Ouedraogo. Le Wyoming, État le moins peuplé des États-Unis, est solidement républicain depuis des décennies. Mais au cœur de ces montagnes et ces villes rurales, deux candidates sont en désaccord sur l'ancien président Donald Trump. Donald Trump a fait le choix délibéré de violer son serment, d'ignorer la violence en cours contre les forces de l'ordre, de menacer notre ordre constitutionnel. Il n'y a aucun moyen d'excuser ce comportement. Représentante du Wyoming depuis 2017, Liz Cheney a été l'une des rares dans le camp républicain à dénoncer Trump, a voté pour sa mise en accusation l'année dernière et a co-présidé la commission d'enquête du Congrès sur l'attaque du 6 janvier contre le Capitole. Même si elle est la fille d'un ancien vice-président républicain, Liz Cheney a été expulsée du Parti républicain du Wyoming pour sa position sur Trump. L'ancien président soutient sa principale concurrente au sein du parti, l'ancienne avocate Harriet Hageman. Les deux candidates s'affrontent sur Donald Trump dans leur débat. L'élection n'a pas été volée. Je pense qu'elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas été volée parce qu'elle est complètement redevable à Donald Trump. Nous avons un comité au Congrès en ce moment qui se concentre sur quelque chose qui s'est passé il y a 18 mois. Il ne se concentre pas sur les problèmes qui sont importants pour les habitants du Wyoming. L'ancien président soutient sa principale concurrente au sein du parti, l'ancienne avocate Harriet Hageman. Les deux candidates s'affrontent sur Donald Trump dans leur débat. Cheney vient de franchir la ligne sur trop de choses et vraiment, elle ne vit pas dans le Wyoming. Et je ne pense pas qu'elle représente les valeurs du Wyoming. Elle ne peut pas aimer Donald Trump, elle peut faire tout ce qu'elle veut pour essayer de l'amener là où il ne peut plus se représenter à cause du 6 janvier ou quoi que ce soit à propos de tous ces non-sens. Mais les électeurs de Wyoming défendent Trump. Donald Trump a remporté sa plus grande victoire aux élections de 2020 dans le Wyoming avec 70% des voix. La députée Liz Cheney mène donc un combat difficile à gagner. Également dans l'actualité ce soir, le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, a de nouveau été bombardée ce jeudi. L'Ukraine et la Russie s'en accusant mutuellement, tandis que le secrétaire général de l'ONU a mis en garde contre un risque de catastrophe peu avant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité à ce sujet. La situation s'aggrave, des substances radioactives sont situées à proximité et plusieurs capteurs de radiation ont été endommagés, a relevé à la suite de ces attaques la compagnie d'État ukrainienne Energoatom. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a été programmée ce jeudi en présence du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VO Afrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses, politiques,
économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Le lait maternel est la principale source de nutrition pour les bébés, mais toutes les mères ne peuvent pas en produire. Afin de s'assurer que les nouveau-nés y aient accès, en particulier les prématurés dont les mères ont des difficultés à allaiter, l'hôpital central de Maputo au Mozambique a créé la banque de lait maternel. C'est le seul dans le pays en ce moment, comme l'indique ce récit de Nanit Talani. C'est un endroit où l'altruisme est une réalité. Plusieurs mères allaitantes y viennent donner leur lait. Ici, à l'hôpital central de Maputo, la seule banque de lait maternel du Mozambique a été créée pour répondre à la demande croissante de lait maternel pour les prématurés. Ce lait est offert aux bébés dont les mères n'en produisent pas assez ou celles qui ne sont pas en mesure d'allaiter. Yolanda Longa donne gratuitement du lait depuis plus d'1 mois. Malgré sa routine de travail chargée, elle essaie toujours de trouver le temps pour apporter son aide. Je sais à quel point le lait est important pour un nouveau-né. C'est quelque chose que nous seuls, les mères, pouvons donner. Et je me suis sentie obligée de venir donner du lait aux bébés qui en ont besoin, peut-être parce que leur mère est décédée ou que leur production de lait est insuffisante. Elle dit ressentir un sentiment de fierté et de soulagement de contribuer à élever d'autres enfants que les siens. Elle invite d'autres mères allaitantes à se joindre à la cause. J'espère qu'elles viendront ici et donneront leur lait parce que c'est quelque chose que nous produisons constamment et il y a beaucoup de mères qui finissent par perdre leur lait. Les spécialistes ici disent que les mères donneuses doivent remplir certaines exigences. Premièrement, la donneuse doit allaiter, elle doit avoir un bébé et allaiter, elle doit avoir été testée et les résultats du test doivent être négatifs pour le VIH, l'hépatite B et la syphilis. Ce sont les 3 tests obligatoires et ils doivent être effectués avant de commencer le don de lait. Madalena Balaté, nutritionniste à la banque de lait de l'hôpital central de Maputo, explique le processus. Lorsque le lait arrive des donneuses, nous l'amenons dans cette salle où se fait la pasteurisation. La pasteurisation est le processus d'élimination des bactéries et des virus en chauffant à environ 62,5 degrés Celsius pendant 45 minutes. Puis nous le testons pour nous assurer qu'il est propre à la consommation. Les employés rapportent que pendant la pandémie de coronavirus, les dons ont chuté parce que certaines mères avaient peur d'aller à l'hôpital. Ils ont alors lancé un service mobile de collecte de lait. Au lieu que les donneuses viennent ici à la banque de lait pour donner du lait, nous allons chez elles, nous créons un horaire en fonction de leur disponibilité, puis nous sortons à l'heure prévue pour récupérer le lait. Le directeur des Lactawims dit qu'en moyenne, il collecte 25 litres de lait par mois. Le lait maternel, un aliment bon pour la santé. Et ce n'est pas Oumfa qui nous dira le contraire. Bonsoir Oumfa. Salut John. Vous êtes là pour votre chronique hebdomadaire. Aujourd'hui, on s'intéresse à la crise des opiacés, substances dérivées de l'opium, notamment le fentanyl qui fait des ravages ici aux États-Unis. On parle de plus de 100 000 morts en 2021. Oui John, c'est une véritable épidémie. Et c'est la DEA, l'agence américaine antidrogue,
et les CDC, les centres de contrôle et de lutte contre les maladies, qui parlent de 107 000 décès par overdose en 2021. Plus de 80 000 ont été causés par des drogues de synthèse comme le fentanyl. C'est 7 fois plus qu'il y a une dizaine d'années. Le fentanyl est pourtant à la base un médicament approuvé par la FDA, l'Agence américaine du médicament. Alors à quoi sert-il et pourquoi peut-il devenir mortel? C'est la question que nous avons posée au docteur Constantine Tienkou. Il est directeur de la clinique Healing Hands Medical Center en Virginie. Il faut dire que la fentanyl est un médicament synthétique qui appartient aux classes des opioïdes. La fentanyl est 50 fois plus puissant que l'héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine. Au départ, ce médicament était utilisé uniquement en milieu hospitalier, pendant l'anesthésie et en soins intensifs pour les douleurs. Maintenant, on l'utilise en officine. Lorsque vous utilisez la fentanyl en overdose, elle peut déprimer le système nerveux central et le système respiratoire. Et lorsque le système respiratoire est déprimé, vous avez la mort cérébrale en moins de 5 minutes. Alors, merci au docteur Tienkou pour ces explications. Mamadou Oumfa, ce médicament, on va le dire, tue autant de personnes et pourtant il est si facilement accessible. Pourquoi? Oui, John, c'est un médicament facilement accessible, comme tu le dis. En fait, les laboratoires pharmaceutiques ont joué un rôle actif dans cette crise en promouvant la prescription et la vente de leurs opiacés de synthèse, et des dealers ont flairé le coup et vendent de plus en plus un fentanyl mélangé à d'autres drogues selon la DEA. Alors, et pour atteindre les plus jeunes, les dealers passent par des applications comme Snapchat, TikTok ou encore Instagram, où ils remplacent souvent le nom de la drogue par les emojis. Il y a d'ailleurs eu une marche en juin dernier, une marche que l'on peut voir en vidéo, dont le point de chute était le siège de Snapchat à Santa Monica à Los Angeles, une marche organisée par les familles d'adolescents décédés après avoir consommé de la drogue frelatée achetée via Snapchat ou d'autres réseaux sociaux. Ces familles ont demandé à ces plateformes d'agir contre ce fléau. Il faut ajouter qu'aux États-Unis, la majeure partie du fentanyl illégal est fabriqué par des cartels mexicains à partir de produits expédiés de Chine. L'an dernier, la DEA a saisi près de 7 tonnes et 4 pilules sur 3 contenaient une dose mortelle. C'est dire, John, que le phénomène est très grave et les jeunes doivent faire très attention à ce qu'ils achètent via les réseaux sociaux, par exemple. C'est un message entendu. Merci, Oumfa, et à la semaine prochaine. À jeudi prochain. Un élément important pour la santé, c'est le sport. Et pour clore ce journal, on va rester dans les profondeurs pour parler de l'apnéiste français Arnaud Gérald, qui a battu le record du monde de la plongée la plus profonde aux Bahamas. C'était mardi 9 août en descendant à 120 mètres de profondeur. En bipalme, cette plongée qui a duré 3 minutes et 34 secondes constituait le 7e record du monde de la carrière de Gérald et le 2e depuis la semaine dernière. Le jeune homme de 26 ans ainsi que 41 autres athlètes participaient à la Vertical Blue, une compétition annuelle qui se déroule aux Bahamas cette année. C'est depuis le 1er et elle devrait s'achever aujourd'hui. Les athlètes peuvent plonger 6 fois dans n'importe quelle discipline. Gérald a choisi de se concentrer uniquement sur la discipline des bipalmes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouverai avec plaisir demain, même lieu, même heure. Très belle soirée sur VOA Afrique.